Et là, en fait, je me fais faucher par le torrent. Donc ça dure quelques secondes où en fait je me retrouve dans une eau, c'est de l'eau grise en fait, c'est de l'eau c'est de la glace. Donc je tombe, je prends appui et je me jette sur la rive d'en face qui est un petit îlot de galets entre les deux torrents. Donc là, je suis en état de choc parce qu'il y a le bruit, donc des torrents au milieu de moi. Hello, tu écoutes Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent, et je suis Loïc, son créateur. Ma conviction, c'est qu'on a tous en nous une version un peu frappée de nous-mêmes qui ne demande qu'à se réveiller. Ma mission, c'est justement de tendre le micro à des athlètes, des aventurières, des militaires, des forces spéciales, des entrepreneurs, bref, des femmes et des hommes qui ont fait le choix de libérer la leur. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense qu'on a tout à gagner à s'inspirer de personnes qui ont osé suivre leur propre chemin. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs, irréversibles dans ta vie. Tu es prévenu. C'est parti. Écoute, bienvenue Martin au micro des Frappés. Très content de te recevoir sur le podcast. On va parler d'aventures, de destinations lointaines, de destinations qui font rêver. En tout cas, moi qui me font rêver. Donc vraiment hâte d'entendre tout ça. Eh ben merci, c'est gentil de me donner la parole quoi. C'est un moyen de partager ce qui m'est arrivé, donc c'est sympa. Génial, je sens qu'on va se régaler. Bienvenue encore à toi Martin. Avant qu'on démarre tout de suite sur la partie aventure, je te propose de nous expliquer dans les grandes lignes quel a été ton parcours, ce que tu as fait avant de t'élancer vers la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ok. Eh ben, écoute, je m'appelle Martin, j'ai 28 ans. Je suis originaire de Vienne, donc de la vallée du Rhône, au sud de Lyon. Je suis naturaliste de formation. D'accord. Et du coup, voyageur au long cours avec ces dernières années à l'étranger. Globalement, voilà, dans les grandes lignes, qui je suis. Fabuleux, fabuleux. Je savais pas du tout pour la partie naturaliste. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment tu es arrivé dans cet univers ? En fait, ça peut être, c'est assez variable. On peut travailler aussi bien dans les parcs nationaux, les parcs régionaux, en bureau d'études, en association. En fait, c'est tout ce qui tourne autour de la conservation de la biodiversité. Donc moi, ma spécialisation, c'est l'herpétologie. Donc ça tourne plutôt autour des serpents, des lézards, des grenouilles, des tortues. Donc tous les reptiles, les amphibiens. Voilà, on va dire que chacun a un peu son domaine de compétences. On est naturaliste de manière générale. Et puis après, chacun a un peu sa spécialisation. C'est, on va dire, c'est biologiste de terrain, j'ai envie de dire. D'accord. C'est voilà la connaissance de la nature et des écosystèmes. D'accord. Donc voilà. Donc typiquement quand tu travailles pour un parc national, ça peut être quoi les missions que tu es amené à réaliser du recensement, d'autres choses ? Oui, voilà. Après, ça peut être des inventaires, des suivis scientifiques. Du coup, pardon Martin, un suivi scientifique, ça serait quoi ? Comment la population évolue par exemple ? Voilà, par exemple, ou comment elle réagit à comment elle peut réagir face au réchauffement climatique. Après, les sujets, ils peuvent être très très variés. Donc voilà, c'est juste la mise en place et le suivi de protocoles scientifiques pour le suivi d'espèces ou de groupes d'espèces. Là, par exemple, là, je me tourne plus vers les bureaux d'études, là, pour les prochains mois. Et par exemple, c'est avant des projets d'aménagement, il faut aller sur le terrain pour voir quelles espèces sont présentes, donc recenser les espèces protégées et adapter les projets en fonction d'elles. D'accord. Voilà. Après, ouais, c'est très large en fait. C'est tout ce qui touche à la préservation, à la conservation des espèces dans leur milieu. Donc voilà, ça peut aussi être de la recherche fondamentale. Ouais, c'est assez large. Et du coup, pour revenir à ma question précédente, qu'est-ce qui t'a amené à faire le choix de ce type d'études ? En fait, de base, je m'intéressais du coup aux animaux. Donc j'ai fait pas mal de stages et de petites saisons en parc animalier.
donc surtout spécialisé dans les tortues. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était vraiment tout ce qui touchait à l'écologie, à la biologie des espèces. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, je me suis intéressé à ça et je me suis lancé dans des études, voilà, en écologie, quoi. Excellent. Donc voilà, tout simplement. Ok, super. Bah écoute, très clair pour cette partie-là. Merci Martin. Ça a été quoi du coup, maintenant qu'on a couvert la partie environnement, écologie, Oui. le lien que tu as eu en grandissant avec les voyages? Est-ce que tu as grandi dans une famille de voyageurs? Est-ce que tu as été confronté, exposé très tôt à tout ça ou pas du tout? Non, non, mais mes parents voyagent pas. Moi, c'était plus, c'était mes grands-parents plutôt, mes grands-parents qui étaient mes grands-parents maternels qui faisaient le cirque, qui faisaient du cirque, du D'accord. patin et genre à une époque où personne voyageait en fait dans les années 50. Et du coup, ils ont pu aller un peu aux quatre coins du monde, surtout en Asie, je pense au Japon, Hong Kong, en Inde. Et Incroyable. ouais, c'était en plus à une autre époque, donc ils Eh oui. voyageaient du coup c'était les bateaux en fait qui passaient par le canal enfin par la mer Rouge pour rejoindre l'Asie. Et du coup, moi, j'ai grandi un peu avec toutes ces histoires-là du grand-père qui était allé un peu à droite à gauche, les affiches de leurs spectacles en Inde. Et ça m'a, je pense, que ça m'a beaucoup inspiré, quoi. D'avoir écho de leurs aventures très loin. Et je pense que c'est plus comme ça que le voyage est venu à moi, en fait. Donc voilà, tout simplement. Incroyable. Ouais. Incroyable comme histoire. Et donc, c'était, tu disais, du patin, c'est ça, leur Ouais, en spécialité? fait, il faisait des numéros de cirque très variés, mais ce dont je me rappelle, c'est ouais il y a des photos en fait où ils sont en train de faire des pirouettes avec des patins, des trucs de fou, genre ou comment on appelle ça, des hula hoop avec des hula hoop au bout de cordes ou enfin des trucs de cirque quoi. et euh, voilà, à une époque où je sais que très peu de monde avait la chance de voyager et eux, du coup, ils voyageaient par ce biais-là, par le biais des cirques. Donc voilà. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est typiquement, tu vois, le genre d'anecdote que j'adore découvrir du coup sur le podcast parce que ça montre une fois de plus qu'en fait, quand on s'intéresse un peu aux autres, ben, on découvre des histoires de famille, des histoires de vie complètement hors des sentiers battus, ce qui est toujours, je trouve en tout cas, ultra intéressant. Sur la partie voyage, du coup, donc on va échanger sur ça arrive, je vous promets, ça arrive sur la partie Mhm. tout ce que tu viens de faire, Mhm. l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, enfin il y a eu énormément de choses, mais à quel moment est-ce que tu as mis le pied dans cet univers du voyage au long cours qui est quand même très particulier, on va dire? Je suis parti du coup mon tout premier voyage c'était à 19 ans, oui, ou alors je venais de fêter mes 20 ans au Sénégal avec 2 amis. On est parti quasiment un mois faire un petit tour du Sénégal et c'est comme ça que ouais que ça m'a c'était mon premier voyage et c'était un avant-goût quoi. Et puis après je suis parti à la Réunion avec mon père peut-être 2-3 ans plus tard, peut-être 2 ans plus tard. Pareil pendant un mois. Voilà, des petits voyages, des petits voyages. Bah, de base, c'était pour un mariage à La Réunion. Et puis après, je suis resté un petit peu sur place. Et voilà, mais c'était voilà, des voyages, on va dire, courts, quoi. 3 semaines, un mois. Donc, Et pas en solo. oui, voilà, c'était pas du tout en solitaire. D'accord. Et du coup, comment t'en es arrivé à imaginer l'aventure que tu viens de terminer? En fait, c'était la fin de, c'était la fin de l'été 2022.
Donc, je finissais mon stage d'études du coup dans les Pyrénées avec du coup des suivis sur différentes espèces de reptiles. Et du coup, début de l'hiver, pour un herpétologue, enfin fin de l'été, voilà, début de l'automne, l'hiver est en approche. Donc pour un herpétologue, c'est la basse saison, quoi. Il y a moins de choses à faire, voire pas du tout. Et du coup, j'ai vu là l'opportunité d'aller dans l'hémisphère sud, là où c'est la bonne saison. Et du coup, il y a des facilités de visa pour l'Australie. Et du coup, j'ai décidé d'aller en Australie. Je me suis dit que là, j'allais voir tout un tas d'espèces qui me faisaient rêver, quoi. C'était une façon de fuir l'hiver en France et d'aller voir des animaux qui me faisaient rêver, tout en ayant en ayant conscience en fait de ce que j'allais voir via ce que j'avais appris en France. Là, je pouvais me rendre pleinement compte de ce que je voyais sur place, et c'est quelque chose que j'aurais pas pu apprécier pleinement si j'étais parti quelques années plus tôt. Donc là, c'était le moment ou jamais, quoi. C'était Oui. l'opportunité. Ouais. Et sachant que pour quelqu'un comme toi, je suppose que l'Australie en particulier, ça doit être le paradis sur Terre, parce que si je me trompe pas, il y a une très très forte proportion des espèces sur place qui sont endémiques, en tout cas au moins araignées et serpents. C'est ça. En fait, l'Australie est séparée du reste du monde, entre guillemets, depuis un bon moment. Il y a ce qui s'appelle la ligne de Wallace, donc qui est une ligne imaginaire, hein, mais qui est entre l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Et en fait, de part et d'autre de cette ligne, eh ben, il y a la mer depuis. Enfin, l'Australie a été séparée du reste du monde depuis un long moment. Et du coup, les espèces australiennes ont évolué différemment du reste du monde. C'est comme s'il y avait une sorte de monde parallèle en fait qui s'était créé en Australie de par cette ligne de Wallace, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve des mammifères à poche, quoi, comme les kangourous, les wombats, les koalas. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve qu'en Australie et pas dans le reste du monde. Du coup, c'est intéressant en fait. C'est comme si on avait l'opportunité d'aller sur une autre planète, mais qui est quand même sur Terre, d'un point de vue biologique, en tout cas pour les mammifères et puis pour aussi un certain nombre de reptiles. Et c'est ça qui était excitant pour moi, quoi, et super intéressant. D'accord. Ok. Et du coup, quand tu es parti à la base, c'était quoi le projet initial? Tu avais déjà en tête ces grandes traversées que tu as réalisées en solitaire, principalement à pied ou en bateau? Ou est-ce que tu y allais d'abord et avant tout pour plutôt cette observation, tu vois, des espèces, et ensuite ça a évolué? Bah oui, dans un premier temps, c'était ça. Après, j'avais dans un coin de ma tête l'idée d'une grande traversée, puisque un an avant, un an avant de partir, en fait, pour faire mes gammes en tant que naturaliste et apprendre et identifier les espèces qui m'entouraient en France. J'étais parti à pied du coup de Lyon jusqu'à Finistère, donc en Galice, par différents chemins de pèlerinage et différents GR, pour du coup avec mon appareil photo et ma paire de jumelles, progresser en tant que naturaliste dans l'identification des espèces, et en passant par des endroits qui me permettaient de voir tout un panel de bestioles intéressantes, comme au nord-ouest de l'Espagne. C'était le Graal pour moi, c'était de photographier les ours. Je me suis retrouvé nez à nez avec des ours, ouais, il y en a un qui s'est mis debout devant moi à quelques mètres. J'ai pu le photographier comme ça. Et en fait, cette petite aventure-là, de vivre dehors pendant plusieurs mois, d'être au contact des animaux comme ça, je me suis rendu compte que je pouvais en fait voir une continuité entre les différents écosystèmes, être plongé dans la nature, et du coup ce qui me permettait
d'avoir plus de facilité pour en fait comprendre tout ce qui se passe, ne pas avoir une coupure entre le moment où je vais sur le terrain, le moment où je rentre quelque part à l'intérieur, le moment où je retourne sur le terrain. Ça fait pas de coupure, en fait, je vis dedans et je vis avec tout ça. Donc j'ai ça m'a inspiré en fait pour la suite et à le mettre en place à une plus grande échelle plus tard. Mais en arrivant en Australie de base, mon idée c'était juste de m'intégrer dans le pays, c'est-à-dire travailler et sur mon temps libre chercher et photographier les animaux qui me bottaient le plus, quoi. Alors, en parlant de photos, je suis allé regarder un peu tes comptes Instagram en préparation de l'épisode et énorme claque visuelle. Vraiment, tes photos sont magnifiques. S'il y en a que ça intéresse, regardez le lien qui est en description de l'épisode. C'est beaucoup de portraits d'animaux, vraiment très très impressionnant. Bon, en tout cas, ouais, j'ai vraiment été scotché, donc bravo. T'as suivi une formation ou c'est quelque chose que t'as développé, c'est un style que t'as développé tout seul dans ton coin? Comment t'as fait ça? Non, non, j'ai appris avec des tutos YouTube. Ah ouais? Oh, Ouais. punaise. Mais après la photo, c'est comme beaucoup de choses. Enfin, il faut juste pratiquer, quoi. On pratique, on pratique, on pratique. Et si on fait que ça, après, enfin, c'est que la technique. La technique, elle est simple à apprendre. Après, pour les animaux, c'est plus les trouver, puis être dans les bonnes conditions les bonnes conditions pour les photographier. Donc après, en tout cas, c'est très gentil de trouver mes photos jolies. Je, je considère que ce sont des beaux portraits, mais c'est pas forcément des très belles photos animalières dans le sens où c'est simplement des beaux portraits, quoi. J'aimerais voilà plus faire un petit peu différemment peut-être à venir. Enfin, en tout cas, je verrai, quoi. Ok. Bon, en tout cas, encore une fois, s'il y en a que ça intéresse, allez faire un tour. Il y a vraiment de très très beaux moments capturés. J'ai en tête, j'en ai quelques-uns en tête, notamment avec des renards en train de chasser. Enfin, c'est vraiment, vraiment bravo. Pour un amateur qui a appris sur YouTube, c'est assez fou. À quel moment du coup, donc tu disais que tu es arrivé en Australie, l'objectif initial c'était pas forcément ces longues traversées en solitaire que tu as réalisé par la suite. À quel moment est-ce que tout ça a évolué et comment est-ce que le projet de faire plus que est né? En fait, du coup, au bout de 1 an en Australie, j'ai fait un petit peu le topo, quoi. Ouais, ça faisait 9-10 mois que j'étais sur place. Et en fait, Donc là, à ce moment-là, pardon, tu travaillais, hein? exactement. Ouais, j'ai travaillé. Ensuite, j'ai fait un trip à vélo pour m'enfoncer un petit peu dans le désert pour aller chercher un animal qu'au final j'ai même pas trouvé. J'ai fait un C'était peu quoi comme animal? C'était le diable cornu. C'est un Moloch horridus, il s'appelle. C'est un lézard extrêmement particulier, endémique australien. Là, si tu mets sur internet diable cornu, tu vas halluciner. C'est un lézard extrêmement particulier, quoi. Mais bon, je l'ai pas trouvé. Et bon, j'ai fait quelques trips comme ça, du coup en Tasmanie, aussi au Cap York, donc dans l'extrême nord-est pour voilà photographier le python vert arboricole. En Tasmanie, c'était plus pour photographier le diable de Tasmanie, le daïsur tigre. Et en fait, au bout de cette première année, j'étais content de mon année en Australie, mais il me manquait un petit peu une continuité. Tu vois, j'avais l'impression que mes expériences, elles étaient déconnectées les unes des autres parce que je sais pas, j'avais pas trouvé une continuité. Je me disais ok, c'est bien, je suis content, mais comme si j'avais l'impression de m'éparpiller. En tout cas, il me manquait quelque chose. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, j'aimerais faire exactement ce que j'ai fait cette année, mais avec une ligne conductrice, quelque chose qui avoir plus ou moins les mêmes expériences, mais qui ferait partie d'un projet plus grand et qui serait la traversée du continent, du coup uniquement à pied
kayak ou packraft et en voilier. Comme ça, tout ce que je vivrais dorénavant, ça serait lié à cette ligne en fait, comme on va dire une bonne excuse. Voilà, c'est un peu la réflexion, la réflexion que j'ai eue. J'ai voulu donner un peu plus de sens à mon voyage, tout simple. Enfin, ouais, c'est ce qui m'est venu en tête à ce moment-là, quoi. Et pas de vélo, hein. Non, non, j'aime pas trop le vélo. En fait, j'ai fait du coup le vélo la première année pour aller chercher ce diable cornu. Et en fait, en fait, j'ai eu plusieurs problèmes avec le vélo. C'est que déjà, on ne peut pas quitter la piste. Et ça, c'était un peu frustrant. Et puis, c'est allé vite, quoi. Enfin, j'ai pas trop le temps de voir les choses. C'est pas quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bien, mais je crois que c'est pas pour moi. Et puis aussi, il y a cette dimension il faut plus de matériel, il faut réparer. Je, je, non, j'ai pas, j'ai pas Mhm. envisagé le vélo. Non. Ok, ultra intéressant. Je crois que c'est la première fois qu'on me dit que le vélo du coup est trop rapide pour les déplacements. Mhm. C'est super intéressant. Du coup, une fois que tu as déterminé que voilà, c'est sur ce format-là que tu voulais partir, vraiment le déplacement dans la durée avec de la lenteur. Ça a été quoi le point d'arrivée, le point de départ? Mhm. Et je te pose toutes ces questions parce que c'est tellement énorme cette aventure que je suis curieux de savoir comment tu l'as structurée. Alors le point de départ, en fait, je regardais la carte du monde et tout simplement, j'ai vu que la Tasmanie était pas très loin de la Nouvelle-Zélande. Bon, au final, c'est super loin, mais j'étais très naïf. Du coup, je me suis dit, bon, si je veux aller en Nouvelle-Zélande, parce que du coup, mon visa allait expirer de ma première année en Australie, et il fallait que je quitte le territoire australien, et j'avais un visa pour la Nouvelle-Zélande. Donc, je me suis dit, il faut aller en Nouvelle-Zélande. Et pour aller en Nouvelle-Zélande, ce qui me paraissait le moins délirant, c'était de partir de Tasmanie. Et du coup, je suis allé en Tasmanie pour chercher un voilier. Et le point d'arrivée, bah, je ne l'avais pas puisque, en fait, c'était tellement, c'était un petit peu comme, on va dire, un délire de vagabond. Il faut pas trop avoir un plan précis. Il faut juste avoir, on va dire, une ligne conductrice qui était, OK, j'ai envie de passer, enfin, déjà, j'ai envie de traverser un continent qui n'en est pas un, donc ça n'a pas de sens parce que c'est un continent, qui n'en a que le nom puisque c'est des îles qui sont éparpillées au milieu du Pacifique. Donc je me suis dit, ok, tu trouveras un voilier, tu arriveras sur une île, tu traverseras cette île, tu trouveras un autre bateau, tu t'emmèneras sur une autre île, tu traverseras cette île, tu trouveras un autre bateau. Et je me dis, je ferai comme ça jusqu'au moment où je serai bloqué ou alors en fonction de voilà des opportunités que comme la situation n'est pas totalement entre mes mains puisque je n'ai pas de bateau, il faut que je sois accepté sur des bateaux. Donc à partir de là, je ne maîtrise pas tout, il faut que je l'accepte. Et du coup, il n'y avait pas de point d'arrivée, mis à part que je savais qu'à un moment ou un autre, j'allais devoir arriver à Darwin, donc au nord de l'Australie, pour trouver un dernier bateau et sortir du continent en direction de l'Asie du Sud-Est, donc Timor-Leste ou Indonésie. Mais entre, on va dire, Hobart et Darwin, je savais pas trop où c'est que j'allais pouvoir aller. Voilà. Ok. Ok. Et dans les faits, du coup, il s'est passé quoi? Alors, du coup, départ de Tasmanie, arrivée en Nouvelle-Zélande, traversée de la Nouvelle-Zélande du sud au nord. Après, bah, une fois que j'étais au bout du nord de la Nouvelle-Zélande, bah, il y a rien au bout, donc il fallait que je redescende. Donc, je suis redescendu en packraft et à pied jusqu'à un port pour aller aux Fidji, donc traverser des Fidji ouest, est, après est, ouest par une autre voie. Du coup, puisque fallait que je revienne fallait que je revienne dans le port par lequel j'étais arrivé, vu qu'il y a, on va dire deux ports aux Fidji, ils sont sur la côte ouest. Après Fidji, Nouvelle-Calédonie.
Donc Nouvelle-Calédonie de l'extrême est jusqu'à Nouméa. Donc là, c'était pas très long. C'était pour une escale avec un bateau. Et après Nouméa, Brisbane, donc au Queensland en Australie. Brisbane, Alice Springs dans le centre de l'Australie. Alice Springs jusqu'au nord-ouest du désert de Tanami. Donc là, il n'y a pas de ville, c'est au milieu de nulle part. C'est à la frontière avec l'Australie occidentale. Et après, rebifurquer nord-est jusqu'à Darwin. Darwin, un dernier bateau jusqu'au Timor-Leste, donc Dili, où on a fait une escale de quelques jours. Et après, Timor-Leste, Indonésie. Et arrivée finale en Indonésie pour un total de... ça, c'est ce qui était bien. C'était du coup, j'ai passé la barre des 20 000 kilomètres qui me tenait un petit peu à cœur. Et plutôt équilibré avec du coup 10 000 à pied et pas craft ou radeau ou kayak, enfin n'importe quoi qui flotte, et 10 000 en voilier. Et c'est pour ça que le dernier bateau me tenait à cœur de le trouver quoi quand j'étais à Darwin, parce que j'étais à je crois 17 900 kilomètres, un truc comme ça, et je me suis dit si je trouve un dernier bateau, ça fera 20 000 et mon projet la boucle sera bouclée quoi. J'aurais pas investi ces 2 ans de ma vie pour pas pour rien, mais au moins ça donne beaucoup de sens quoi. Le cerveau humain fonctionne comme ça. Il faut donner du sens à ce qu'on fait, et ça m'a soulagé d'arriver au bout enfin même ça a un peu dépassé mes espérances. J'aurais pas pensé pouvoir passer par les Fidji, la Nouvelle-Calédonie, etc. Ok. Donc C'est hallucinant ce que tu nous expliques là. Donc, du coup, les 2 années, ça a été le trip au total, ou ça inclut aussi la première année en Australie? non, en tout, je suis parti 3 ans, 3 mois. Je suis parti le 7 septembre 2022 et je suis rentré pour Noël 2025. Mais le trip uniquement à pied et en voilier a duré 2 ans et 2 mois. Tout simplement. Incroyable. Écoute Martin, ce que je te propose, c'est on s'en tient au plan qu'on avait défini ensemble avant l'enregistrement, c'est-à-dire que là on enchaîne sur la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande et tout ce qui se passe après, avant ton retour en Australie, et le retour en Australie et toute la traversée australienne. On fera ça sur un deuxième épisode qui sera diffusé juste après, parce qu'il y a trop de choses. C'est trop riche. Il y a beaucoup trop. Sur la Tasmanie, alors moi j'y suis jamais allé, mais j'ai lu pas mal de récits d'aventuriers, j'ai vu des documentaires, etc., qui visiblement disent à peu près tous la même chose. C'est très isolé, très rugueux en termes de climat, et très peu, il y a très peu d'habitants. Donc comment t'as fait pour trouver quelqu'un pour la Nouvelle-Zélande? Ça, c'est une histoire un peu délirante. J'ai eu une chance incroyable, parce que du coup, en arrivant en Tasmanie, je suis allé au port et puis j'ai un petit peu demandé à droite à gauche. Et du coup, les marins du coin m'ont vite découragé, puisqu'ils m'ont dit la mer de Tasman est une mer très rude. Qui est reconnu par les marins comme un endroit assez hostile, et c'est pas loin du 40e parallèle sud, donc comment on appelle ça, c'est les 40e rugissants, ou enfin c'est des langages de marins. Et en plus j'étais jamais monté sur un voilier, donc comme j'avais pas d'expérience, ils m'ont dit bon, déjà cette mer elle est un peu merdique. C'est l'hiver, donc personne va se mettre dans cette mer en plein hiver. Il fait froid en Tasmanie au mois d'août. Il neige quoi. Donc c'est une mer compliquée. T'as pas d'expérience, et en plus il fait froid, donc personne va s'y mettre. Et du coup, je me suis dit ok, mon visa expire dans 15 jours. Dans tous les cas, je donne tout pour trouver ce voilier. Si je ne le trouve pas, ok, c'est pas grave, je prendrai un avion et mon projet commencera en Nouvelle-Zélande. Mais bon, là j'ai 15 jours, donc autant tout donner, on ne sait jamais. Mais bon, il y avait pas de voilier dans le port, etc. Et je me dis, ok, je passe à la librairie, je fais une affiche que je mets sur la porte métallique avec des serflex, en disant, bon bah voilà, je cherche un voilier pour aller en Nouvelle-Zélande.
Et il y a quelques jours qui passent, et un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle, et en français, je te jure, il me dit mot pour mot: «Allô Martin, oui, je suis à Hobart avec mon voilier, je vais au Chili, si tu veux, je te pose en Nouvelle-Zélande». Comme comme si je faisais du stop en voiture et qu'il allait, je sais pas, qu'on faisait, Lyon-Marseille et qu'il me posait à Valence, quoi. Sauf que là, le mec allait traverser le Pacifique et me pose en route en Nouvelle-Zélande. Et ce monsieur, bah, c'était un Français qui s'appelle Georges. C'est un marin qui est assez, qui est en fait, qui est connu un peu dans le monde de la navigation. Il avait 74 ans et en fait, il vivait sur son bateau depuis 45 ans. Depuis ses 29 ans, il vivait sur son bateau Waouh. et il avait traversé enfin, il avait parcouru le monde entier. Et du coup, lui, ça ne lui faisait pas peur de traverser la mer de Tasman en plein hiver. Et voilà, quoi, j'ai rencontré ce gars. Enfin, incroyable. Enfin, une chance inouïe, puisque pas grand monde s'aventure dans cette mer à ce moment-là, et encore moins de prendre quelqu'un à bord, quoi. Donc là, il Oui, et fallait qui, vraiment. qui n'est pas expérimenté en plus, C'est ça, comme tu c'est le ça. disais. Ouais. Donc là, j'avais l'assurance aussi d'être avec quelqu'un qui gère, qui sait ce qu'il fait, qui gère son bateau, parce que ça, c'est quelque chose qui était très rassurant une fois qu'on était en mer, parce que c'est vrai que bon, c'était quelque chose, quoi. C'est vrai, les conditions étaient rudes alors? Ouais, la la première nuit, donc moi j'avais jamais mis les pieds sur un bateau. La première nuit, on prend 30 nœuds avec des rafales à 35 nœuds. Et le bateau, il faisait 11,50 m, et du coup, je me suis fait exploser. Enfin, genre ça va dans tous les sens. Genre c'est une machine à laver le truc. Et moi je me suis dit waouh, c'est donc comme ça une nuit dans un bateau, c'est intéressant. Mais heureusement après c'était que la première nuit, un petit peu la deuxième, mais après c'était plus calme. J'ai appris que voilà 30-35 nœuds de vent c'est pas la norme, mais quand on a quitté les côtes, je me suis dit waouh, c'est du costaud, quoi. Il y a des grosses vagues, le temps était froid, le ciel bas, les albatros qui volent en rase-motte autour des vagues. Enfin, c'était une ambiance exceptionnelle, quoi. Enfin, j'ai pris une claque, quoi, de connaître cet environnement je trouvais ultra hostile qu'est la mer, quoi. Ouais. Et Georges, lui, était serein dans ces conditions? Ah ouais, Georges, il était dans son jardin, hein. Georges, vraiment, moi je vomissais globalement les premiers jours, et puis il était mort de rire. Il me disait: «Tu vois, c'est le métier qui rentre». Il me disait: «Non, mais t'es pas malade. J'ai vu des gens qui s'étaient malades sur un bateau, ils sont pas comme ça». Alors que moi, j'avais vraiment l'impression d'être malade, hein. Je vomissais pour de vrai, mais il me soutenait que j'étais pas malade. Enfin bon, c'était un sacré personnage. Ouais, ça en a l'air. La traversée a duré combien de temps, du coup, entre la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande? On a mis 12 jours. Ah oui, quand même. Ouais. Donc il y avait lui et il y avait un de ses amis, qui travaillait dans le port d'Hobart, qui qui était avec nous. Donc là, Georges me dit un truc avant qu'on parte, trop drôle. Il me dit «Oh, tu verras, il est bossu, mais il est sympa». Ok. Comme s'il y avait un lien Ouais, c'est clair. entre le fait d'être bossu et de ne pas être sympa. Et du coup, on était tous les trois sur ce bateau. Et voilà, le vieux loup de mer, le bossu et puis le moussaillon, quoi. C'était une équipe à dormir debout. Ouais, effectivement. Ça pourrait être le début d'une bonne blague, ça. C'est ça. Le bossu, le loup de mer et l'herpétologue sont sur un C'est bateau. Oh là là, incroyable. Voilà. Incroyable comme anecdote. Et in fine, où est-ce qu'il te dépose en Nouvelle-Zélande? Alors, il me pose à Nelson. Donc, Ok. il me semble que toi, tu es allé en Nouvelle-Zélande. Du coup, tu vois Yes. où c'est. C'est donc le nord de l'île du Sud. Yes. Ouais, ouais. Fabuleux. Oui, j'étais pas allé, j'avais pu faire que l'île du Nord, mais
Magnifique pays d'ailleurs. Mhm. Incroyable. Bref, ok. Donc, arrivé à Nelson, toi, c'était déjà, à ce moment-là, tu le savais, tu allais faire la traversée sud-nord. Oui, en fait, du coup, là, j'ai eu le premier problème du voyage. En fait, quand on arrive en voilier, on peut pas arriver où on veut. Il faut passer par la douane, l'immigration, etc. Donc là, il y a des ports qui sont affiliés à ça. Et du coup, Nelson en faisait partie, parce que du coup, après, Georges traçait dans le Pacifique. Donc, il nous a posé rapidement à Nelson. Il nous a posé, on a fait les démarches administratives à bord, et puis il est reparti directement. Il a passé le détroit de Cook pour arriver à Wellington. Et après, à Wellington, il est resté quelques jours pour se ravitailler, mais il est parti aussi sec, quoi. C'était à l'image de Georges, quoi. Son départ était fugace. Et du coup, je me suis retrouvé à Nelson avec mon premier problème du voyage qui était, OK, je veux une ligne continue, mais je suis à l'extrême nord de l'île du Sud et je veux traverser le pays du sud au nord. Et du coup, j'en ai conclu qu'il fallait que pas que je pas que je fallait pas faire n'importe quoi, hein, dans le sens où j'allais pas aller à pied jusqu'à l'extrême sud puis remonter. Je me suis dit, ok, en stop, je rejoins la petite île au sud de l'île du Sud, donc Stewart Island, en me promettant de repasser par Nelson quand je remonte. Comme ça, je rattraperai, on va dire, ma ligne conductrice, quoi. Elle ne sera pas coupée. Elle sera mise entre parenthèses les quelques mois qui me sont nécessaires pour traverser l'île du Sud. Mais j'ai pas vraiment le choix parce que j'allais pas faire que la traversée de l'île du Nord et je n'allais pas prendre le temps de descendre à pied puis de remonter. Ça allait, il a fallu faire j'aime pas ça, mais comme un compromis, quoi, de dire ok, je repasse par Nelson et ça c'est dû au fait que j'arrive en voilier, donc je peux pas arriver là où je veux et il faut l'accepter. Et pour pas, on va dire, briser mon projet, je me promets de repasser par Nelson et et voilà. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé. Du coup, je suis allé à Stewart Island au sud de l'île du Sud, la petite île. En stop, du coup. En stop, voilà. Ok. Et comment réagissaient les gens quand tu leur expliquais le projet de faire la traversée en solo, à pied, en hiver en plus Alors, c'était la fin de l'hiver. Ça commençait à être le printemps. En fait, alors en Nouvelle-Zélande, ils pensaient que j'allais faire le Te Araroa Trail. Donc, c'est quelque chose qui se fait en Nouvelle-Zélande. C'est quelque chose qui est très développé. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est Oui. un long chemin de randonnée. Et du Oui, coup, pardon Martin, mais qui est d'ailleurs une traversée intégrale de la Nouvelle-Zélande, le Te Araroa Trail. Exactement. Ouais, qui est super organisé. Il y a un site internet dédié. On peut réserver les refuges, ses places en tente, voilà, dans des bâtiments en dur, etc. Donc c'est bien structuré. C'est ça. Et du coup, quand je disais que j'allais traverser la Nouvelle-Zélande, ils pensaient que j'allais faire ça. Donc, ils se demandaient juste pourquoi j'avais un bateau avec moi. Et du coup, Ah, mais oui, genre, t'avais ton packraft déjà. ouais, voilà, j'avais Oh là mon là. packraft. Du coup, le packraft se voyait pas parce qu'il était dans mon sac, mais j'avais des pagaies. Et, euh, et du coup, je leur expliquais que je voulais traverser Fiordland. Et là, j'ai beaucoup été découragé dans un premier temps. C'est des choses qui m'ont fait assez peur à cette époque parce que j'avais moins d'expérience, un peu moins confiance en moi pour ces choses-là. Et du coup, on m'assurait que que c'était stupide en fait et que je me rendais pas compte des choses en allant en packraft dans les lacs de Fiordland. Ok, donc Fiordland, pour ceux qui ne situent pas, c'est le sud. Voilà, le sud-ouest parce que du coup j'ai fait le tour de Stewart Island en allant chercher quelques animaux que j'ai voulu qui me faisaient rêver. À la fin de Stewart Island, du coup j'étais en packraft dans la baie en essayant de chercher une autre île
enfin, j'essaie d'atteindre une autre île en packraft, mais en packraft c'est vraiment très petit, c'est pas fait pour la mer. Donc j'ai failli me faire emporter par le courant et renverser par une vague. Et en fait, en rentrant sur la côte, il y a un bateau de pêche qui m'a récupéré, enfin qui est venu à ma rencontre, et je leur ai demandé où c'est qu'ils allaient. Ils m'ont dit on rentre sur l'île du Sud, sur l'île principale. Et là j'ai vu une belle opportunité de rentrer de manière drôle, quoi. Et du coup, je suis monté à bord avec eux. Donc, j'ai pris d'abordage leur bateau de pêche via mon packraft à travers les vagues. C'était assez chaotique. Le pirate. Mais, et du coup, ils m'ont ramené sur l'île du Sud. Et après, j'ai longé la côte jusqu'à Fiordland pour commencer à traverser Fiordland. Ok. Voilà. C'était quoi les arguments de ceux-là qui te décourageaient? C'était principalement la météo, l'isolement, est-ce que c'était des peurs qu'ils avaient eux-mêmes? T'as souvenir un peu de ce qui revenait fréquemment? Alors, parce que je leur parlais du coup du lac Oroco. Et donc le lac Oroco, il est connu pour être du coup donc il est isolé. C'est le plus profond et je sais pas si c'est le plus venteux, mais en tout cas c'est en fait ce sont des falaises de végétalisées en fait qui plongent à pic dans l'eau. Donc en fait quand il y a le lac peut être tout calme et d'un coup créer des grosses vagues parce qu'il y a un vent qui arrive des sommets. Et, et du coup, en fait, dès lors qu'on se jette en packraft dedans, il n'y a plus de possibilité de s'arrêter. Il faut avancer, avancer, avancer. Et puis il est très grand. Il fait du nord au sud, il fait entre 35 et 40 kilomètres. Donc c'était tout ça qui leur faisait dire que c'était pas quelque chose de très judicieux à faire jusqu'au moment où la personne qui m'a pris sur son bateau de pêche m'a donné quelques indications et m'a dit si tu pars très tôt le matin vers 5-6 heures, il y a plus de chances que le lac soit calme avant 10 heures du matin, donc il faut vraiment partir à ces moments-là. Et du coup, il m'a donné quelques indications comme ça qui m'ont un petit peu servi, quoi. Et puis ah oui, aussi, ouais, Oroko en maori veut dire le cri du vent. Ah oui, Donc ça veut d'accord. dire quand même qu'il Oui, y avait quelques indices qui allaient dire que ça allait pas être évident. Ouais, effectivement. Euh, effectivement. Le packraft, j'en ai jamais utilisé. Moi, je vois à quoi ça ressemble. C'est lourd. Alors, le packraft en lui-même faisait 2 kilos et la pagaie, elle faisait quasiment 700 grammes. Donc c'est pas lourd. D'accord. Ah oui, oui, non, effectivement. C'est Je pensais que ça aurait été plus. bon, c'est les pagaies, je peux les démonter et le packraft en lui-même, on va dire que c'est une grosse tente 2 places quoi. Ouais, une grosse tente 3 places peut-être. C'est en fait ça c'était un gros défi, c'est parce que du coup pour Fiordland, il fallait partir pour 2 semaines d'autonomie et du coup j'avais le packraft, j'avais une tente, j'avais mon appareil photo, j'avais 2 semaines de nourriture plus ou moins. Donc ça il fallait se le trimballer. Sachant ça que pesait combien, tu penses? j'ai pas pu peser, mais en faisant les calculs en fait théoriques, j'étais à 27 kilos. Ah ouais, quand même. Enfin au premier jour. Après on mange, donc Ouais, bien sûr, forcément ouais. ça descend un petit peu. Et l'avantage de la Nouvelle-Zélande, c'est qu'il y a de l'eau tous les 100 mètres, donc il n'y a pas besoin de trimballer d'eau. 1 kilo d'eau suffit. De toute façon on trouve de l'eau de partout. Donc j'avais pas besoin de trimballer mon eau. Ça c'est Et la nourriture, t'avais quoi, du lyophilisé? non non non. Moi j'ai jamais utilisé de lyophilisé puisqu'en fait sur un voyage aussi long, c'est trop cher et et moi je fonctionne toujours avec des soupes ou des bouillons, plutôt des petits bouillons de cubes avec de la semoule et des flocons d'avoine, du lait en poudre, du café, du sucre pur.
des choses extrêmement basiques que je peux retrouver partout, très compactes et très très nourrissants. Donc, Comme ça, pas de protéines du coup? j'avais comment dire, des cacahuètes, quoi, les trucs qu'on mange à l'apéro, ouais, voilà. Bah, après en protéines, bah le lait en poudre, j'imagine le lait en poudre c'est protéiné, voilà. C'est Donc pas de viande séchée par exemple? non, 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 non. Parce que je pense que ça se mange trop trop rapidement. Si on me donne de la viande séchée, enfin après un des trucs qui était important, ça j'en ai pas parlé, c'est que avant de prendre le bateau, je savais que j'allais traverser la Nouvelle-Zélande de cette manière-là, et du coup j'avais fait une grosse préparation physique. Là où je travaillais, il y avait une salle de sport, et puis aussi j'allais courir, et du coup j'étais préparé pour voilà, pour trimballer un sac lourd, ne pas avoir de risque de tendinite, parce que ça je savais que ça peut stopper un projet, quoi. Ça Ouais. peut, si on a une tendinite, c'est un peu fini. Ouais. Donc j'ai fait une grosse préparation physique pour pas me retrouver en difficulté, et puis savoir un petit peu de quoi je pouvais être capable. C'est un peu comme un filet de sécurité d'être prêt physiquement pour ce genre de truc. C'était une façon de me rassurer aussi. Mhm. Ok. Vraiment incroyable, Martin. Franchement, hallucinant ce que tu as fait. Sur ta traversée, du coup, est-ce que tu t'es retrouvé quand même parfois sur la trace du Te Araroa Trail, où tu as vraiment été hors des sentiers battus du début à la fin? Alors oui, sur certaines sections, j'ai été sur le Te Aora Trail. Je pense notamment sur le plateau des Nelson Lake, donc dans le nord de l'île du Sud. En fait, sur moi, l'idée, c'était de couvrir un maximum d'écosystèmes et de régions différentes, et d'aller dans les endroits les plus sauvages, en fait, de chaque pays, puisque bah, des endroits sauvages, il y en a plus énormément dans le monde, et du coup, pour avoir une vision plus ou moins exhaustive du pays que j'allais traverser, il fallait forcément que je passe par ces endroits les plus sauvages, parce que les endroits les moins sauvages, dans tous les cas, j'allais y avoir accès. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de passer par Fiordland. Après, j'ai décidé de passer sur la côte ouest de la Nouvelle-Zélande pour avoir accès encore à des milieux et des paysages très différents du reste de l'île, avec bah, du coup les Alpes néo-zélandaises qui plongent quasiment directement dans la mer de Tasman. Et du coup, je l'ai construit un petit peu comme ça, en fonction, on va dire en fonction, on va dire, avoir un itinéraire le plus esthétique possible, c'est-à-dire en passant par des endroits, on va dire, les plus drôles, quoi. Se dire, oh, tiens, pourquoi passer par là, en fait. Et en fonction aussi, bah voilà, des écosystèmes, de l'aire de répartition de certaines espèces que je voulais trouver. Et puis aussi en fonction de mes capacités physiques, et de mes compétences. Je suis pas du tout alpiniste, donc du coup j'ai pas décidé de passer par les cimes des Alpes, parce que ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc voilà. Et puis comme il y avait le Packraft, il fallait un peu le rentabiliser. Du coup je me suis dit bon, je vais essayer de traverser un maximum de lacs avec le Packraft. Donc c'est un itinéraire qui s'est construit un petit peu au jour le jour. J'avais une idée globale, mais après voilà, ça s'est fait petit à petit, quoi. Ok. Ça a été quoi la plus belle rencontre que tu as fait avec la faune néo-zélandaise? Est-ce il y en a une en particulier qui t'a marqué? Je pense, je pense que c'est le sphénodon ponctué, donc Tatuara. Alors c'est sur mon Instagram, c'est une des premières photos. On dirait que c'est un lézard, mais ce n'est pas du tout un lézard. C'est un animal, on dirait vraiment un iguane, hein, mais c'est pas du tout un lézard. C'est un animal qui a disparu il y a 66 millions d'années, Ah oui, d'accord. euh, mais qui n'a pas disparu de Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est perdue au milieu du Pacifique, et en fait, il a
et il a survécu en fait. Et c'est un animal en fait de l'ordre des rhincocéphales, c'est-à-dire dans les reptiles, il y a les squamates, donc qui rassemblent les lézards et les serpents. Il y a, bon après c'est un petit peu compliqué, bon il y a les tortues, il y a les crocodiles. Bon entre tout ça, entre les crocodiles et le reste des reptiles, il y a les oiseaux, c'est un petit peu bizarre, mais voilà. Et puis il y a les rhincocéphales qui sont représentés par cette espèce qui est le sphénodon ponctué et qui qui n'a rien à voir avec un lézard. Pourtant, il ressemble comme deux gouttes d'eau à un lézard. Donc ça, je pense que c'est la plus belle rencontre. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu les kiwis, qui sont ces oiseaux inaptes au vol. Il y a 5 espèces de kiwis en Nouvelle-Zélande. J'en ai vu 3. D'accord. Je savais pas du tout qu'il y avait plusieurs espèces de kiwis, tu vois. Ouais, il y en a 5 en tout. Et ouais, après il y a eu d'autres animaux que j'ai pas pu voir. Après il y a eu les chasses noires bien sûr aussi qui a été il y a une vingtaine d'années, il restait plus que 30 individus dans le monde. Là, elle est toujours en danger critique d'extinction. Il me semble qu'il en reste 200 ou 300 individus qui sont toutes rassemblées dans la vallée de Mackenzie, donc vers le mont Cook. Ça aussi c'était une très belle rencontre. Il y a eu les Nestors, donc Nestor superbe, en perroquet avec un plumage rouge, le Nestor Kea qui est le seul perroquet montagnard au monde. Il y a eu en fait en Nouvelle-Zélande, c'est tellement particulier que j'ai envie de dire toutes les rencontres sont notables quoi. Hein. C'est ouais, c'est très très particulier donc voilà. Mais si je dois en retenir qu'un, je dirais quand même le sphénodon ponctué qui me faisait rêver depuis l'adolescence. Bon, c'est quand même pas commun de tomber sur un dinosaure éteint vivant. Oui, c'est ça. C'est ça. Ultra intéressant. Ça a été quoi, tu dirais, les grands apprentissages pour toi de cette traversée parce que là, on passe finalement sur tout ce que tu as vécu assez rapidement, mais il y a très certainement eu plein de situations où tu as eu à gérer des difficultés, etc. Entre le moment où tu prends le départ et le moment où tu arrives, tu vois, ou plutôt même entre le Martin qui est sur l'île de Stewart Island et qui s'apprête à tomber sur George et Martin qui boucle sa traversée intégrale de la Nouvelle-Zélande du sud au nord. C'est quoi la différence? Il y a eu différentes différentes choses. Je dirais déjà que j'ai appris que il fallait pas se battre contre les éléments. Du coup, en Nouvelle-Zélande, il y a eu beaucoup de tempêtes. Voilà, la météo là-bas est assez compliquée. Et en fait, j'ai appris à m'adapter au fil des mois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé pour la suite. C'est-à-dire ne pas être contre le milieu dans lequel j'évolue, mais avec lui, en fait, faire partie du flow. Je sais pas comment l'expliquer de manière très très pragmatique, mais c'est un peu suivre le flow de ce qui se passe autour de moi. Après, j'ai appris à ne pas prendre de décisions sur le coup de l'émotion, dans le sens où des fois on est fatigué, énervé, et on veut faire des choses. Enfin, avant de prendre une décision un peu qui peut être risquée, je réfléchis en me disant ok là, est-ce que j'ai faim, est-ce que je suis à bout de nerfs, est-ce que je suis triste, est-ce que ou est-ce que tout va bien, est-ce que on est en fait j'ai appris que je pouvais être ouais, que mes décisions pouvaient être impactées par parce que par mon état en fait. Du coup, ça c'est quelque chose que j'avais appris. Et aussi une dernière chose, c'est qu'en fait tout était possible quoi. J'avais fini la Nouvelle-Zélande, je me suis dit ok, là t'as réussi à traverser la mer de Tasman, t'as trouvé un voilier. Là, t'as fait 4000 bornes en Nouvelle-Zélande en passant par des endroits t'aurais pas imaginé. Même l'île du Nord, je m'étais lancé le défi de faire sans téléphone, sans tente et sans réchaud, en construisant mes cabanes,
avec des fougères, faisant tout à la carte papier. Ah oui, t'étais motivé là. Ouais. Et du coup, à la fin, je me suis dit, ok, t'es capable. Enfin, tout est possible en fait. Ça, je me dis, ok, il faut pas avoir peur. Simplement, tout est possible et plus prends tout ce qu'il y a à prendre quoi. J'avais encore plus. C'était ça. J'avais pris confiance en fait. J'avais pris confiance et ce dont je rêvais, j'avais la preuve que c'était possible. Donc ça m'a donné de la confiance simplement. Ouais, bah, j'imagine. Le détroit de Cook entre l'île du Sud et l'île du Nord, tu l'as traversé comment celui-ci? Alors pendant une semaine, j'ai essayé de trouver un voilier. Je passais en packraft dans les ports. À Picton et dans un autre port un peu plus au nord. Je me suis fait arrêter par la police parce qu'en fait ils pensaient que je voulais voler un voilier. Ok. Ouais. Mais c'est la police néo-zélandaise, ils sont trop. Enfin, c'était trop cool parce que du coup, ils me demandent. Enfin, ils m'arrêtent depuis. Comment dire la ligne qui brise les vagues quoi. Donc il est dans les enrochements le policier et puis il me demande mes papiers. Et du coup moi je suis allongé dans mon packraft, je lui donne mon papier et lui il manque de se casser la figure dans l'eau quoi parce qu'il est sur le brise-lame dans les enrochements. Et du coup, je lui explique mon projet. Je lui dis que, je suis un peu flatté déjà d'être soupçonné de piraterie parce que j'ai toujours rêvé d'être pirate. Donc... On y revient, pirate. je lui dis non, je veux pas voler de voilier. Je veux simplement trouver un voilier pour aller sur l'île du Nord. Et en fait, la conversation se finit. Il me dit bon bah je vais essayer de trouver un voilier pour toi aussi dans les prochains jours. Quoi. Et donc très très sympa ce policier. Mais bon, il m'a quand même demandé de sortir du port et tout parce que ça faisait peur aux gens. Et du coup, au bout d'une semaine sans trouver de voilier, j'ai pris le ferry parce que je me suis dit que je perdais trop de temps pour une traversée de quelques heures. Je me suis dit bon bah j'ai essayé. Ça a pas marché. Je prends le ferry et puis voilà. D'accord. Au final, cette traversée, elle t'a pris combien de temps? J'ai mis 7 mois et demi. Waouh, ouais, Ouais. quand même. Ouais, parce qu'il y a eu il y a eu beaucoup de moments où en fait, là sur les lacs néo-zélandais et des fois où j'étais bloqué, je suis resté bloqué 3 jours sur une plage, parce que vent violent. Des fois, là une semaine pour trouver un voilier qui n'est jamais venu, donc ça m'a pris du temps. Après toutes les passages off-track dans la forêt néo-zélandaise, c'est à coup de 4 kilomètres par jour max. Donc ça a pris du temps parce que 7 mois et demi, 4000 bornes, c'est pas un gros ratio quoi. Je crois que ça va faire du 14-15 kilomètres par jour. D'accord. Et curiosité tout à fait intéressée, t'es passé par des lieux de tournage du Seigneur des Anneaux ou pas du tout? Non. Ok, Non. voilà. Je crois savoir où c'est. Je crois que c'est à l'ouest de l'île du Nord. Oui, il y a eu plusieurs lieux de tournage en réalité, mais parmi ceux qui ont été le plus utilisés, je crois qu'il y avait le lac Taupo, il y a au-dessus de Queenstown. Okay. Donc il y a eu plusieurs endroits qui aujourd'hui sont d'ailleurs assez connus pour ça. Bref. Martin, tu parles de tout ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup de modestie, d'humilité. Mais tu as quand même eu des moments de galère, des moments où tu t'es fait peur de l'adversité, parce que dans tout ce que tu décris, là, c'est quand même assez monstrueux ce que tu as réalisé. Pas douter dans le sens où douter par rapport à quoi? Au fait que je termine? Oui, enfin de manière générale, c'est quand même, c'était quand même ultra ambitieux, tu vois, de faire une grosse partie off-track en solo, c'est pas commun, donc. Non, j'ai pas douté sur la faisabilité du projet dans le sens où si j'étais bloqué à un endroit, tout simplement, je pouvais faire demi-tour. Il y a eu 2 reprises où j'ai été bloqué, une fois par un glacier, une fois par une falaise là le long de la mer. Simplement, je prends un jour ou 2 pour faire demi-tour et je trouve un autre passage. Donc je pouvais pas vraiment être bloqué. Après, il y a eu plusieurs fois où je me suis vraiment fait peur, mais
la enfin jamais je me suis dit ah tiens peut-être que j'abandonne Mhm. parce que je prenais beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais. Ce quotidien en nature, c'était quelque chose, c'était pas inconfortable. C'était pas du tout inconfortable. Donc ouais, non, j'ai pas eu de doute sur les fondements du projet, quoi. D'accord, ouais. Ok. Et pour les quelques fois où tu t'es fait peur, c'était lié à quoi, la météo principalement? Euh, c- Ça, bon moment, je suis désolé si tu entends ce passage, mais une fois, c'est pour ça que je te parlais des décisions sous le coup de l'émotion. En fait, une fois, du coup, j'étais off track depuis 3 jours. J'étais assez fatigué. J'ai remonté, enfin, j'arrivais perpendiculairement à la Rakaia River, donc une grosse rivière de l'île du Sud qui est bien connue, et j'étais au niveau là où elle prend sa source, au niveau du glacier, en bas du glacier. Et j'avais souvent entendu parler que les rivières néo-zélandaises peuvent gonfler extrêmement rapidement. Et moi, je voyais que le ciel était noir au niveau du glacier, et c'était la fin de journée, et j'étais fatigué. Je me suis dit, oh, il faut vite, vite, vite que je traverse cette Rakaia River pour passer de l'autre côté, sinon je vais être bloqué en fait, et je vais pas pouvoir aller rejoindre la côte ouest, parce que dans un premier temps, il fallait que je traverse cette rivière, et ensuite que je traverse les Alpes. Et, et du coup, dans cette fin de journée où j'étais éreinté, la rivière était torrentielle, et je la remonte en me disant bon, je vais essayer de trouver un endroit où je peux la traverser. Je trouve un endroit où le torrent se divise en deux bras, et du coup un peu donc assez restreint. Donc je me suis dit allez, je traverse, et j'avais mon packraft dans le sac, donc j'aurais pu sortir le packraft. Et avec la panique et la peur et le bruit, j'essaie de traverser la rivière à pied, et je me rends pas vraiment compte de la puissance. Et du coup, je commence à faire un pas, deux pas, trois pas dans la rivière. Et là, en fait, je me fais faucher par le torrent. Donc ça dure quelques secondes où en fait je me retrouve dans une eau, c'est de l'eau grise en fait, c'est de l'eau c'est de la glace. Pendant quelques secondes, je me retrouve sous l'eau. Je prends appui dans le fond parce qu'il n'y a pas énormément de fond, quoi. Je me suis fait faucher, mais j'avais de l'eau à la taille. Donc je tombe, je prends appui et je me jette sur la rive d'en face, qui est un petit îlot de galets entre les deux torrents. Donc là, je suis en état de choc parce qu'il y a le bruit, donc des torrents au milieu de moi. Je viens de tomber dans une eau à quelques degrés, donc je suis imbibé d'eau, et en fait, je suis tremblant, et je sais même pas trop ce qui se passe. Et je vois toujours ce ciel noir au niveau du glacier, en me disant mais ah merde, là en fait je crois que là la rivière elle va monter. J'ai fait une erreur de base qui est sous-estimer la puissance d'une rivière néo-zélandaise. Je sais qu'il y a beaucoup de décès à cause de ces rivières. Là ça a failli m'arriver à moi, j'arrivais pas à y croire. Et là donc je trépigne sur cet îlot en me disant mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je traverse le deuxième bras? Mais je me dis mais non, c'est pas possible, c'est trop risqué. Est-ce que je retraverse le même bras? Mais alors je suis tombé au premier aller, c'est stupide de retraverser le même bras. Je dis mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le temps de gonfler le packraft? Est-ce que la rivière va monter? Et là je me dis bon bah dans tous les cas, si tu te rejettes dans ce torrent, tu vas te faire emporter pour de vrai. Et du coup là j'avais les mains, je sentais plus mes mains, et en fait je tremblais, mais en point où je sais pas, le corps se met en mode survie, et je tremblais. Puis il y avait du vent, il y avait peut-être 50 km/h de vent. Et là, je sors le packraft, je me dis ok, la solution la plus safe, c'est de sortir le packraft, de le gonfler, et de ne pas regarder la rivière, parce que je sais pas pourquoi j'avais cette parano de cette rivière qui gonfle, et je regardais rien d'autre que mes mouvements pour gonfler le packraft et retraverser au final le même bras que j'avais traversé à pied, et pour me mettre, enfin pour bivouaquer, pour dormir sur l'autre rive, et attendre le lendemain pour retraverser la rivière, quoi. Que là, c'était vraiment en mode
Il faut juste on s'en fout de traverser la rivière, il faut juste que tu survives, quoi. Il faut juste que tu te mettes à l'abri, il faut juste que tu te réchauffes, parce que c'est une situation dans laquelle déjà j'aurais jamais dû me retrouver. Et voilà, là c'était juste pas trop réfléchir, juste la jouer sécurité, quoi. Ouais. Impressionnant. Tu étais en hypothermie à ce moment-là déjà, tu penses, ou pas encore? Non, je pense pas. Enfin, c'était en début d'hypothermie, mais après je me suis réchauffé suffisamment rapidement pour pas faire une vraie crise d'hypothermie, quoi. En fait, je pense que c'est le choc d'être tombé dans de l'eau, je sais pas, de faire quelques degrés, quoi. Et oui, c'est sûr que ça a dû être violent. Et le lendemain, tu as pu traverser? Oui, voilà. Bah, du coup, le lendemain matin, en fait, là, j'ai utilisé le Packraft dès le début. Et en plus, la rivière n'était pas montée de la nuit. La rivière n'avait pas du tout monté, quoi. Donc, j'avais paniqué pour rien. Et c'était juste, j'étais fatigué, j'avais paranoïé, et la rivière n'était pas montée. Et du coup, j'ai utilisé le Packraft pour traverser, et puis tout s'est bien déroulé, et puis voilà. Ouais, un bon rappel, une super anecdote qui nous rappelle une fois de plus que parfois il vaut mieux ralentir pour aller plus vite, et que c'est ultra important, surtout quand on est solo. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans des setups équivalents au tien, aussi extrêmes, mais l'importance de s'auto-scanner avant de prendre une décision. Waouh. Bon, maintenant que la traversée de Nouvelle-Zélande est derrière toi, qu'est-ce qui s'est passé? T'as marqué un temps de pause avant d'enchaîner? Bah oui et non. Non, dans le sens où dès le premier jour où j'arrive, je vais au port et je cherche un voilier. Donc là, je cherche un voilier en fait, dans les montagnes de l'île du Nord. J'ai rencontré un chasseur qui était aussi marin et qui m'a dit: tu arrives à la saison idéale pour aller dans les îles du Pacifique, donc Fidji, Tonga. Et du coup, je me mets en tête d'un voilier pour aller aux Fidji. Donc dès le premier jour où j'arrive. Et oui, je prends une pause un petit peu forcée parce qu'en fait, ça me prend du temps de trouver le voilier. C'est pas comme Tasmanie, Nouvelle-Zélande où en 5 jours j'avais trouvé mon voilier. Là, ça m'a pris 15 jours, 3 semaines pour trouver le voilier, plus après, comme c'était c'était un voilier un peu merdique, avec un faux marin pour le coup. Et ben, on est resté un mois au port à réparer le bateau, et après, en gros, il y a eu 1 mois et demi entre le moment où je me suis arrêté de marcher et le moment où on a pris la mer. Donc, à la fois oui, à la fois non. T'aurais pu sinon envoyer un petit message à Georges pour lui demander, tu vois, s'il faisait pas un détour. Georges, Georges, il devait être en Amérique du Sud, ou que sais-je. Et voilà. Ça aurait été pas mal. Il aurait fallu que Georges, en fait, me suive petit à petit. Ça aurait été royal. Ouais. Le bateau assistance. Ok, donc la traversée vers Fidji, ça se passe comment? Tu disais que tu étais avec un marin moins expérimenté. Vous mettez combien de temps? Comment est-ce que tu réussis cette fois-ci à trouver une solution? Alors, on était 5. Ah oui. Il y avait... Ouais. En fait, c'était un marin, mais il avait jamais fait de haute mer, quoi. Et il est jamais sorti son bateau du port non plus. Ah. Donc c'était un catamaran de 15 mètres, et donc c'était en néo-zélandais, sa femme chinoise avec leur fille, et après en roumain qui venait de Bali, qui nous a rejoints pour faire l'écart, mais lui non plus n'avait jamais navigué. Merveilleux. Et du coup, voilà. En fait, premier jour, on quitte le port, puis comme il fallait longer les côtes néo-zélandaises, le nord là, on s'ancre au niveau d'une île. On se réveille le matin, on s'était échoué. Tu vois. Et comme on est un catamaran, en fait, on s'est juste posé sur la plage, quoi. Il n'y a pas eu de problème de quille comme sur un monocoque où on se serait cassé la figure. Là, on s'est juste posé sur la plage, mais du coup, on était échoué, quoi. Et ça a annoncé, en fait, la traversée, quoi. Premier jour, on s'échoue. Bon, un peu chiant. Ouais. Oui, sachant que si on ouvre une carte, Nouvelle-Zélande, Fidji, j'ai l'impression que c'est au moins l'équivalent, non, de Tasmanie, Nouvelle-Zélande?
à peu près? Non, c'est moins loin et on a mis 10 jours. On a mis 10 jours, ouais, et c'est un peu moins loin, ouais, c'est un peu moins loin. Ouais, mais et puis aussi la mer est plus calme quand même. Genre j'ai tout de suite senti ça n'a rien à voir. C'est puis les vents sont bons, enfin et puis en plus il fait meilleur quoi. Plus on va vers le nord, plus la température se réchauffe donc c'est plus agréable quoi. Alors que Tasmanie, île du Sud, on est toujours sur un parallèle où il fait froid quoi. Mhm. Donc ouais, voilà. Ok. Une fois que tu arrives à Fidji, donc tu l'expliquais un peu plus tôt, tu n'avais pas forcément de plan rigide, très, très arrêté. Mmh. Mais oui, comment tu décides d'organiser la suite surtout, voilà, surtout maintenant que tu avais ce bagage néo-zélandais, on va dire, où tu avais déjà réalisé Ouais. cette traversée et avec peut-être du coup une curiosité différente. Alors, du coup, on est arrivé à l'ouest et il fallait que je trouve. Je me suis dit, ok, la saison cyclonique commence au mois de novembre. On est arrivé du coup début août et je me suis dit, ok, courant octobre, il faut que tu reviennes dans ce port pour trouver en bateau, en nouveau bateau pour aller en direction de l'Australie. Donc, l'équation, c'était ça, c'était je suis ici, il faut que je revienne ici avant, enfin courant octobre, et que j'aille faire le maximum d'îles. Donc au début Viti Levu d'ouest en est, après Vanuatu d'ouest en est, Tavuni, et puis quelques îlots aux alentours en fonction de voilà de ce que je découvre sur le moment, l'aire de répartition de certaines espèces. Voilà, c'était les Fidji, c'est pas un grand pays comparé à la Nouvelle-Zélande, mais il faut faire une traversée plus ou moins exhaustive du Ouais. pays, quoi. Ouais. Mais du coup, ton Packraft, là, tu l'avais encore à ce moment-là parce que, bon, pour la Nouvelle-Zélande, ça avait tout son sens, mais au Fidji, où c'est principalement des îles, j'imagine que tu t'es pas aventuré à faire des traversées inter-îles au risque de te voir dériver, de finir, je sais pas où, dans le Pacifique. Bah, en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé toutes les affaires chaudes que j'avais pour la Nouvelle-Zélande et le Packraft. Comme je savais que j'allais revenir dans ce port pour trouver un voilier, j'ai laissé dans un casier. Et en fait, en traversant les Fidji, donc c'est beaucoup de jungle, c'est beaucoup bah, à l'ouest c'est plutôt je remontais des cours d'eau plutôt secs, mais à un moment donc sur Vanuatu il y a une très grosse rivière et en fait j'avais vu des Fidjiens qui avaient ce qu'ils appellent des bilibili, c'est des radeaux de bambou qui sont utilisés par les paysans en fait pour trimballer leur récolte via les cours d'eau. Et donc comme j'avais pas mon packraft et qu'il y avait une grosse rivière devant moi, et je me suis dit bon bah pour finaliser mon intégration en tant que bon Fidjien, voilà, je bois le kava, je fume le suki, et maintenant il me faut mon bilibili. Et du coup j'ai entamé la fabrication d'un bilibili avec un gars d'un village et j'ai pu descendre une rivière avec mon bilibili voilà pendant quelques jours. Et ça a fait office de packraft, bien que ça a été beaucoup plus lent. Voilà, je faisais du 1 km par heure. Si, Ah, ouais, ouais. et c'était drôle quoi. Enfin, je coulais un peu, mais ça avançait. J'étais très fier de mes Ouais. bilibili. Par rapport à la Nouvelle-Zélande, ça a été quoi les grosses différences sur cette, on va dire, deuxième phase de l'aventure? Au Fidji, il y avait beaucoup plus cette dimension humaine en fait, puisque en Nouvelle-Zélande, c'est le territoire, il est réparti, on va dire, les zones pour les humains et les zones pour le sauvage. Donc, on peut passer plusieurs semaines, enfin plusieurs jours, voire ouais, même plusieurs semaines sans croiser d'humains. Alors qu'au Fidji, en fait, la population est répartie sur toute l'île via des petits villages. Et du coup, je pouvais croiser des villages quasiment tous les jours, quoi. Et comme c'est petit, il n'y a pas une grosse distance. Du coup, puis les Fidjiens sont extrêmement accueillants. Ça fait partie de leur culture d'inviter les étrangers chez eux. Donc en fait, je pouvais être chez eux. J'étais invité chez des familles
tous les jours, tous les 3 jours. En fait, au Fidji, ça a été très rare, mis à part dans les petites poches de jungle, de ne voir personne pendant plusieurs jours, quoi. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'était un quotidien. Là-bas, mais ça c'était la grosse différence. Et puis aussi la météo, quoi. La météo au Fidji, c'est très agréable tout le temps. Il fait un peu chaud, mais c'est tout à fait ok. Il n'y a pas de tempête, il y a pas de pluie, il y a pas de vent. Ça aussi, c'est une grosse différence, quoi. Hmm. Alors, je t'ai déjà posé la question un peu plus tôt, mais je suis toujours ultra curieux dans ce genre de situation. Comment les gens y réagissaient quand tu leur expliquais, un, ce que tu avais déjà fait, et deux, ce que tu étais en train de faire? Ouais, au Fidji, en fait, ils, en fait, ils hallucinaient, ils pensaient que c'était très très loin, en fait. Je leur disais d'où j'arrivais, ils pensaient que c'était très très loin, mais c'était à, je sais pas, des fois 150 kilomètres. Donc, tu vois, ça nécessite quelques jours de marche. Et en fait, pour eux, les distances étaient un petit peu, ouais, enfin, des grandes distances. Et aussi, il y avait ce truc dans certains villages, en fait, ils pensent que ils sont très croyants, donc il y a le diable qui se cache ici et là. Ils disent mais attends, tu n'as pas croisé le diable dans la rivière, etc. Et moi, je leur expliquais que non, j'avais pas eu vent, enfin pas vu de diable, donc il y avait aussi cette peur là de de la de ce qui pouvait se cacher en fait dans la forêt ou dans la rivière. Et puis, mais c'était une bonne carte de visite en fait, comme il me voyait arriver, il voyait un occidental arriver avec son sac, avec j'ai souvent une tête de mec qui s'est perdu, alors que je suis pas perdu. Et du coup, ils savaient souvent m'aider, et me dire mais d'où tu arrives, qu'est-ce que tu fais. Et du coup, bah ça m'était ça c'est toujours été un gros avantage, quoi, d'avoir enfin de bénéficier en fait de la gentillesse des gens. J'ai jamais eu d'accueil hostile où que ce On soit. t'a jamais pris pour le diable? Ouais, bah, j'ai eu peur à certains moments, Ah, mais ouais, le tout premier village, en fait, il y a eu un d'enfant de 3 ans qui a disparu. Et le truc, c'est que juste avant, il me demande si j'ai croisé le diable. Je dis que j'ai pas croisé le diable. Après, il y a une dame qui arrive en pleurs, son enfant a disparu. Et après, l'ambiance était un peu bizarre parce que surtout on buvait un peu de cava. L'ambiance un peu bizarre, mais après le lendemain ils ont retrouvé l'enfant et il était à 3 kilomètres du village, donc pour eux ça faisait aucun doute, c'était le diable. Mais sur le moment je me suis dit oula, mais j'espère qu'ils ne pensent pas que c'est moi le diable, vu que j'arrive de la rivière. Ils ont pas l'habitude de voir du monde. Bon, enfin il y a pas eu de problème. Mais ouais. Il y a eu au Fidji des actions comme ça où sur le moment il a fallu c'est pas du tout la même culture. Il a fallu se remettre un petit peu dans des enfin ouais, comprendre un peu comment ça fonctionne. Pareil, les premiers jours, je remontais la rivière et d'un coup, je sais pas, j'entends du bruit derrière moi. Je me retourne et là je vois 3 gars en slip avec des épieux immenses, des grandes lances, mais des lances de 2 mètres, me courir, me sprinter dessus. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, waouh, c'est une action de film, quoi. Et, euh, et en fait, ils sont arrivés à mon niveau, et puis on a commencé à discuter. Et très très sympa. Et en fait, simplement, ils avaient vu mes traces de chaussures dans la rivière, et du coup, ils se sont dit, mais qui c'est? euh, Qu'est-ce que c'est, enfin qui c'est, quoi. Et du coup ils avaient juste couru pour me rejoindre et pour voir qui j'étais. Et en fait c'était des chasseurs de poissons. C'était vraiment un tout petit cours d'eau, et pourtant avec leurs lances ils arrivaient à projeter leurs lances super fort dans l'eau et à transpercer des poissons qui faisaient même pas 10 centimètres, quoi. C'était impressionnant à voir. Et il y a eu plein d'actions comme ça où je ouais, me suis dit waouh, c'est différent ici, quoi. ouais. Ouais, Ouais, j'imagine, plein de ouais. trucs comme ça qui m'ont surpris. Ouais.
Oui, je suppose que tu as dû l'être un paquet de fois. Et justement, d'ailleurs, en parlant de surprise, comme c'est vraiment, j'ai l'impression que enfin, c'est un patchwork deal. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier qui, toi, t'a vraiment marqué pour son côté sauvage? Le plus sauvage, hmm, ça, ça dépend un peu de l'île qui était la plus merveilleuse pour la biodiversité. C'était l'île de Taveuni, donc à l'extrême est des Fidji, donc à l'est de Vanuatu, où là, il y a, il y a pas d'espèces exogènes, en fait, introduites, de mammifères exogènes introduits par l'homme. Et du coup, c'est là-bas où j'ai pu trouver le boa du Pacifique, qui est un super serpent. Donc, pour ça, c'était une île très sauvage puisque conservée, mais comme elle est toute petite, j'ai pas eu des sections de plusieurs jours dans la forêt ou donc des moments sauvages au Fidji, peut-être à Viti Levu dans l'est. Là, il y a des comme j'ai traversé d'ouest en est, mais dans le centre, quoi, en passant par les plateaux du centre et après du centre jusqu'à la côte est par les jungles. Là, il y a eu plusieurs jours en forêt qui étaient bien sauvages, quoi. Mais c'est des zones sauvages un peu à relativiser dans le sens où c'est pas des grosses îles non plus. Voilà, on va dire que c'est des poches de sauvages qui restent, quoi. Ok. Ce qui doit être incroyable à découvrir, surtout pour quelqu'un avec ton background académique. Et d'ailleurs, en parlant de poches de sauvages, sur toute cette aventure au global, de la Tasmanie jusqu'au Fidji, il y a eu ou il y aurait pu y avoir des espèces dangereuses pour toi, si tu l'as rencontré? Non, je pense pas. Il y a eu le marin là qui m'a récupéré le gars qui à Stewart Island là en fait là où j'essayais de rejoindre l'île en packraft en fait c'est une grosse zone à grand requin blanc et ça je l'ai appris après donc ça aurait potentiellement pu être dangereux mais bon je pense pas que enfin on dit j'entends souvent dire que les requins n'attaquent pas. Donc je considère pas que c'était quelque chose de dangereux. Après sur Terre, non, il y a eu une plante, il y a eu une plante vénéneuse là qui s'appelle Urtica ferox, Ah oui, bah Aonga. oui, Ouais. le nom déjà, voilà, ça pose la base. Urtica ferox. Et ça, ouais, elle m'a bien engourdi une jambe et puis, mais voilà, c'est pas dangereux quoi. C'est anecdotique. Il y a pas d'animaux en Nouvelle-Zélande. Il y a pas d'animaux dangereux. Au Fidji non plus. Pas de serpent non plus. Non. Il y a en Nouvelle-Zélande, il y a pas de serpents. Au Fidji, il y a des serpents marins, mais les serpents marins n'attaquent. Ils sont venimeux, mais ils sont absolument pas. Enfin, il y a aucune chance de se faire mordre quoi. Et on peut les attraper à la main, ils ne mordent pas. Et après, il y a le boa du Pacifique qui est un boa, donc les boas ne sont pas venimeux. J'ai pu en attraper un, ils mordent même pas quoi. C'est des animaux super sympas. Il y a pas d'animaux dangereux. Après, j'étais pas en mer, quoi. J'imagine qu'il y a tout un tas de méduses, tout un tas de trucs un petit peu plus dangereux en mer, mais moi j'étais pas là-dedans. Donc, en milieu terrestre, il y a rien de dangereux, quoi. Hmm. Bon, tant mieux. Voilà. Ouais. Une fois que tu arrives au bout des Fidji, Mhm. alors ça t'a pris combien de temps et surtout, tu en es où en termes de vis-à-vis de toi-même? Parce que la Nouvelle-Zélande qui avait pris énormément de temps déjà, tu as vécu cette expérience seul avec toi-même en gros. Les Fidji, c'était un peu la deuxième phase. T'en ressors dans quel état d'esprit? Alors, les Fidji, en fait, là, à la fin des Fidji, je me suis dit, ok, là, tu peux réussir ta traversée du continent. En fait, je me suis senti comme bloqué au milieu du Pacifique, parce que les Fidji sont au milieu du Pacifique, et je me suis dit, ok, si tu trouves un voilier,
et ben en fait, et que tu arrives en Australie, après tu auras entre guillemets plus qu'à traverser l'Australie à pied et tu auras réussi ton pari en fait. Et du coup, c'était plus ça en mode là, j'ai fini la première moitié de mon voyage et j'étais un petit peu, comment dire, un peu dos au mur parce que la saison cyclonique arrivait. Donc je me suis dit, j'ai pas eu trop le temps de faire le topo en fait. Je me suis dit, ok, maintenant, c'est maintenant ou jamais que tu peux avoir l'occasion de réussir, de réussir ce que t'avais projeté. Donc, je me suis pas du tout posé ou quoi. À ce moment-là, j'étais plus dans le un peu dos au mur, un peu le couteau sous la gorge, en me disant, ok, il faut vraiment que je trouve un dernier, enfin un bateau quoi. Puis j'avais pas mal de problèmes à ce moment-là, puisque en fait j'ai eu déjà des problèmes avec l'ancien capitaine qui voulait pas me laisser débarquer, qui m'avait fait croire que mon visa était lié à son bateau. De base, on devait aller au Vanuatu ensemble, mais quand j'ai vu comment s'était passé la traversée avec Dorian, donc le Roumain qui était avec moi, qui avait le même âge que moi et qui on s'était bien entendu, on a voulu quitter le voilier et sans aller au Vanuatu parce que c'était pas possible si c'était passé à bord pendant la traversée. Et tu nous as pas tout dit du coup sur ces péripéties. ouais, non, il y a eu plein de trucs. On a déchiré plusieurs voiles. Et on a eu des pannes de moteur, donc pas d'électricité, pas de radar, tout dans le noir pendant une nuit. On a failli percuter un bateau de pêche chinois. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui sont pas du tout ok en mer en fait. Et du coup, il y a eu des moments où le bateau n'était pas contrôlable à 13-14 nœuds. On a fait des pointes à 19 nœuds avec un catamaran de 15 mètres en surfant sur des vagues. Et là, le bateau n'est pas contrôlé et n'est pas contrôlable par le capitaine. Donc forcément, quand on arrive et qu'on est enfin arrivé à terre, que le bateau est dans un état, enfin, il est explosé le bateau. Il y a des voiles qui sont déchirées, des voiles qu'on a dû découper, qu'on a dû couper parce qu'elles étaient déchirées, c'était pris dans le mât. Enfin, il y a eu plein de problèmes comme ça et du coup nous on a voulu débarquer avec Dorian et là il nous a posé tout un tas de problèmes, surtout à moi qui est pas voulu céder à ses coups de pression moi et j'ai juste fui le bateau en fait. C'est pour ça et comme j'avais l'aval du consulat français, je suis parti mais quand j'ai dû revenir, en fait, moi j'avais le lien de sa position et il était toujours dans les parages, donc vers le port. Donc j'avais ce problème-là, il fallait que je fuis ce capitaine-là qui m'en voulait, qui voulait me poser des problèmes. Il avait demandé à la marina de m'interdire l'accès au port. Ah oui, bien nocif. Ouais, c'est ça. D'accord. Ça c'était un gros, il était devenu un petit peu fou quoi. Et puis voilà, mon passeport était déchiré aussi. Enfin quand je suis revenu, donc en fait il fallait, enfin mon passeport était dans un mauvais état, ce qui pouvait pas me permettre d'arriver en Australie. Donc j'aurais pas pu prendre un avion, il fallait à tout prix que j'arrive en voilier quoi. Et du coup je suis vraiment dit oulala, là j'ai tout un tas de problèmes et la saison cyclonique arrive et il faut vraiment trouver des solutions quoi. Et donc voilà, j'étais dans cette optique-là en fait. J'avais plein de problèmes, j'avais plein de problèmes et à la fois j'étais très proche de revenir en Australie. Ouais. Donc voilà. Ok, excellent. Enfin, excellent. Non, pas à ce moment-là, mais t'as compris. Mais ok. Écoute, vraiment Martin, je te le disais un peu plus tôt, je suis super impressionné par la manière dont tu partages tout ça, par ce que tu as réalisé aussi. C'est vraiment, encore une fois, c'est un des grands plaisirs de ce podcast, c'est de pouvoir découvrir des gens comme toi qui sont finalement, par rapport à d'autres, beaucoup moins visibles, et voilà, pas du tout sous le feu des projecteurs et qui pour autant réalisent des aventures incroyables. Alors, chacun son aventure à son niveau, mais toi, il se trouve qu'en l'occurrence, voilà, c'est une aventure vraiment d'envergure que tu as vécue. Où tu t'es mis clairement hors de ta zone de confort, pour reprendre des termes un peu clichés, avec
une grosse aventure en solitaire, beaucoup de hors-sentier, enfin vraiment ultra impressionnant. Après, il y a eu du sentier aussi, hein, et j'étais pas off track tout le temps, hein. C'était il y a eu tout un tas de voies différentes qui ont été empruntées. Voilà. Ouais. Oui, non, oui, mais bon, au-delà de l'aspect hors sentier, ce qui je trouve est très impressionnant, c'est que finalement cette aventure, tu l'as construit pour toi. Voilà, ça a été ta manière de le faire. Tu aurais très bien pu, entre guillemets, simplement suivre le TRA et basta, tu vois, mais tu as décidé, toi, de te forger ta propre expérience et je trouve ça juste génial. Voilà. Et encore une fois, très inspirant. Quelle que soit d'ailleurs l'intensité de l'aventure. Toi, il se trouve que ça a été du long cours, mais voilà, un vrai appel à suivre ses propres rêves. Voilà, Martin, ce que je te propose, on arrive au bout de ce premier épisode. On a couvert énormément de choses, de la Tasmanie jusqu'aux Fidji. Le prochain épisode sera consacré du coup à cette traversée de l'Australie qui s'annonce aussi exceptionnelle. Voilà. Est-ce que toi, il y a un dernier message, dernier point que tu voudrais souligner avant qu'on conclue ? Non, je crois qu'on a fait la première. On va dire la première moitié du voyage, donc voilà. Et quelle première moitié. Fabuleux. Écoute, une fois de plus, merci beaucoup Martin. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous pour le prochain épisode qui sera diffusé d'ici une semaine. Et puis d'ici là, Martin, porte-toi bien. À plus. Salut.